Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis trop contente d'échanger avec Christophe Pelé. Le classique, c'est notre formation. Je crois qu'on est fondé là-dessus. Enfin, on est voilà. Donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est nos racines. Moi, je prends toujours l'exemple du musicien, le guitariste qui va faire son solfège. Les meilleurs guitaristes du monde, ils font encore le solfège aujourd'hui. Et ça, c'est des bases classiques. Et en cuisine, on doit avoir nos bases qui sont fondamentales. Puisque si vous allez faire de la musique aujourd'hui juste à l'oreille, ça va durer 2 ans. Au bout de 2 ans, vous êtes en saturation. Donc le classique vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc forcément. Fondamental, quoi. Pourquoi Christophe ? Parce que le chef du Clarence, 2 étoiles au guide Michelin, réussit à faire se rapprocher les contraires, à exprimer quelque chose de très singulier dans un hôtel particulier d'allure classique du 8e arrondissement de Paris. Avec mes copines, c'est l'adresse qu'on se refile pour les anniversaires. Un lieu waouh avec une cuisine équilibriste, pleine de goût, à la fois délicate et sauvage, brute et technique, sobre et sophistiqué. Avec Christophe, nous avons parlé de dons, de grand écart, de langoustine et de plaisir. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu as la réputation de pas te livrer facilement en interview. T'aimes pas ça, parler de toi ? Ça commence déjà. Ça dépend, mais ça dépend comment c'est amené. Enfin bon. Et puis oui, peut-être que j'ai un peu de pudeur, effectivement. Ouais. Je vais en avoir pas mal même. On va revenir à tes débuts. Comment t'es arrivé dans le métier ? Dans le métier, j'ai commencé très tôt. J'ai quitté l'école à 15 ans, en 3e. Et puis, je voulais faire carrément autre chose que de la cuisine. Hein. C'était vraiment pas du tout mon métier que j'avais envie de faire. Tu voulais faire quoi ? Le métier que j'avais envie de faire, parce qu'aujourd'hui, ça l'est. Bon, moi, j'étais un petit footeux, quoi. Tu vois, j'étais un rêveur aussi, quoi, déjà à l'époque. Et puis je montais à cheval aussi, quoi. Donc, j'avais deux univers qui me plaisaient beaucoup et dans lesquels j'ai pas pu aller. Donc le 3e, c'était, comme j'étais un peu gourmand, j'étais manuel. Donc, voilà, ça m'allait bien de faire un peu de cuisine, quoi. Donc, je savais pas si j'allais en faire mon métier. En tout cas, c'était une étape. Ça me plaisait beaucoup. L'artisanat me plaisait. Je trouvais ça joli, les couleurs des ingrédients, ce qu'on en faisait, des trucs basiques, hein. Aujourd'hui tu regardes, tu trouves ça, c'était les années 90, donc il y a bien longtemps, mais voilà, cet univers me plaisait pas mal à ce moment-là, quoi. Donc tu faisais des gâteaux, des choses comme ça, des petites choses, d'enfants, je me souviens, avec des radis, on faisait des fleurs, des trucs complètement has-been aujourd'hui, totalement, mais c'est pas grave quand t'es jeune, tu vois. Envie, quand t'es jeune, tu manipules des produits, t'en fais un petit peu de déco, tu vois, c'est amusant, ça t'amuse, quoi. Donc voilà, c'est ce qui plaisait. Ce côté me plaisait beaucoup, puis il y avait un autre côté qui était moins plaisant, puisque si j'étais apprenti, et donc je faisais de la plonge, quand même, quoi, batterie, donc je passais 1 heure par service environ, c'était pas très très sympathique, mais bon, voilà, ça faisait partie. Ça faisait partie du job, quoi. Donc c'est pour ça que ce métier, je me disais, je savais pas si j'allais réellement le faire, quoi. Donc pendant 10 ans, si tu veux, je l'ai pratiqué avec beaucoup de conscience, hein, mais pas de perspective, quoi. Donc de 15 à 25. Ouais, à peu près, ouais. Quand je suis arrivé sur Paris, j'avais 25 ans quand je suis arrivé sur Paris. T'as fait une école Ouais, l'apprentissage, une école privée. J'ai eu mes diplômes assez facilement. Après, je me suis baladé, j'étais faire un petit tour à la montagne. J'étais apprendre à skier, quoi. En même temps, j'ai cuisiné, j'ai rencontré des gens vachement bien. Vraiment, mon parcours était complètement atypique, mais j'étais très curieux, quoi. Donc, mais encore une fois, j'avais rien défini dans ma tête, hein. Je me suis pas dit à ce moment-là, tiens, je vais finir cuisinier, quoi. Donc, les gens que j'ai rencontrés m'ont donné envie de pousser un petit peu plus les portes et progressivement d'autres gens aussi. Vraiment, ma vie professionnelle a été faite de relations humaines aussi, beaucoup de gens qui m'ont aidé, accompagné. Je dirais comme ça que je suis arrivé à continuer
Et puis à 25 ans, j'ai eu l'opportunité de venir sur Paris et donc là j'ai dit ok. Là, je me suis dit bon, parce qu'on me disait beaucoup que j'avais beaucoup de facilité dans ce métier-là. Et moi je n'exploitais pas, j'étais un peu à la cool. Et puis à un moment je me suis dit bon, il faut vraiment que je fasse mon métier. Donc je suis arrivé sur Paris, puis j'ai commencé à faire des gros établissements. Et j'ai découvert l'univers, je dirais du Michelin, du Goemio, enfin des guides dont on parlait à ce moment-là, quoi. Donc moi à 15 ans, quand on me parlait de tout ça, il n'y avait pas des chefs que tu admirais? À ce moment-là, même pas plus que ça. Enfin, il y en avait, mais si tu veux, bon, moi j'étais dans mon petit univers de cuisine où je cuisinais tous les jours. Ça m'allait bien, quoi. Donc, je ressentais des émotions, des sensations. J'en donnais aussi le peu que je savais, mais il y avait un échange qui s'installait. Donc, voilà, j'étais dans un petit univers un peu, après, très local, je dirais. C'était en Touraine. Après, quand j'allais à l'école, je rencontrais d'autres cuisiniers, apprentis, qui étaient dans des univers différents. Donc, on échangeait beaucoup. Mais, voilà, moi, les Bocuse à ce moment-là, bon, certainement je les connaissais, mais bon, je n'étais pas spécialement. Pas rêver, j'étais rêveur peut-être pour d'autres choses à ce moment-là, quoi. Et après, quand je suis arrivé sur Paris, là, j'ai commencé bien sûr à m'intéresser énormément. Et là, donc là, a commencé à s'ouvrir la porte, je dirais, de la grande cuisine, quoi, je dirais. Et voilà, quoi, donc. Ça t'a plu? Ouais, bien sûr, je me suis accroché. Et oui, il y a eu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu, mais je veux dire, c'est l'histoire de la vie, ça. Il y a des trucs qui nous passionnent et puis d'autres un peu moins. Et justement, sur les choses qui nous passionnent un peu moins, il faut les accepter, il faut avoir philosophé. Tu vois, il y a je crois que tout un truc à accepter pour pouvoir justement avancer et ne pas en faire des obstacles. Enfin, en faire des obstacles, oui, mais en tout cas, les passer ces obstacles, surtout pas en faire des murs et pousser le mur, essayer de pousser un mur. Voilà, donc il faut trouver les moyens d'accéder à ce qui se passe derrière tout le temps. Donc voilà, je crois que notre quotidien est fait de ça, quoi. Tu as fait le Doyen, la Serre, Pierre Gagnère, le Royal Monceau. Ouais. Un peu, je suis allé un peu aussi au Bristol du temps d'Elburgo, quoi. Et après je suis revenu au Royal Monceau et après le Royal Monceau en tant que sous-chef, chef. Et après ils ont fermé. Donc là je me suis retrouvé. Si tu veux, ils ont fermé. Ils m'ont proposé de rester. Moi j'avais surtout plus envie de rester. Et en fait je sais pas ce que j'allais faire et voilà, donc fait de rencontres encore une fois de gens, j'ai ouvert ce restaurant qui s'appelait La Vigarade et on va en parler, tu vas trop vite. Pardon, excuse-moi. Non, je voulais revenir sur toutes ces expériences parisiennes avant la Bigarade. Il y a un chef qui a beaucoup compté pour toi au Royal Monceau. Bruno Cirino, effectivement. Ouais. C'était un cuisinier, un des cuisiniers, mais surtout un cuisinier passionné, qui était tout le temps là, qui a amené une grosse énergie folle autour du piano, donc qui nous mettait vraiment à fond. Donc moi, si tu veux, à ce moment-là, ça m'allait bien, quoi. Moi, la folie m'allait bien et sa folie à lui m'allait très très bien. Donc et puis il m'a permis de voir plein de choses et puis je crois qu'il a révélé des choses au fond de moi, quoi. Et puis sa façon de travailler m'allait très très bien. Je sais pas, je rencontrais une personne qui était j'avais l'impression qu'il était faite pour moi, quoi. En tout cas pour que je puisse me développer du mieux possible, quoi. Ça correspondait à mes valeurs, à mes critères, à ma façon, ma spontanéité, tout ça m'allait vraiment bien, quoi. C'est le principal chef qui t'a donné qui t'a révélé ce métier, je dirais pas que je veux pas tous ceux que j'ai rencontrés avant aussi m'ont aidé à arriver à ce chef là, quoi. Donc tout ça c'est des étapes, quoi. Donc je peux pas faire abstraction de ce qui s'est passé avant. Bien sûr, Bruno Cirino était une personne très très importante, mais justement tout ce que j'ai vécu avant m'a permis d'accéder à Bruno Cirino. Donc tout le parcours est important. Donc voilà, quoi. C'est un food produit, c'est ça? Ouais. Food produit, food cuisine, food vie, quoi. Enfin non, mais plein de choses. Mais bien sûr, dans le produit, énormément, très pointu. Puis des assaisonnements très simples, justes. Je le vois là en train de réaliser des assiettes avec un doigté extrêmement délicat. Une finesse extrême. Voilà, des choses qu'on a envie d'avoir, d'avoir en soi. C'est marrant. C'est la façon dont il travaillait. C'était très féminin, quoi. Il y a beaucoup d'élégance, quoi. Le Royal Monceau, c'est là-bas que tu as eu ta première place de chef. Ouais. Ça t'a fait quoi à l'époque? Écoute, on me l'a proposé, c'est marrant, c'est parce qu'en fait Bruno Cirino est parti.
Il y a un autre chef qui est venu en place qui s'appelait Hervé Galidi et qui est resté. Donc moi j'étais sous-chef à ce moment-là. Hervé est arrivé. Il est resté 2 ans et demi, 3 ans. Et donc quand il est parti, il m'a proposé en tant que chef. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a emmené dans le bureau. Il m'a dit écoute Christophe, si tu veux, avant que je la propose à qui que ce soit, il y a cette place à prendre. Tu la connais, elle est pas facile, mais bon voilà, pour toi ça peut être un tournant. Et je lui dis écoute, on verra ce que ça va donner quoi. Donc j'ai pris le challenge quoi. Donc voilà. T'avais quel âge? Je sais plus. 30, je sais plus. Je sais pas, moins de 40 ans en tout cas, c'est sûr. Donc, je sais mais pas. tu te souviens, c'était stressant, c'était. Ouais, mais complètement. Mais à l'époque, j'étais totalement stressé, quoi. Donc, je faisais à l'époque, dans ces environs-là, je faisais 68 kilos, j'avais en tension, je devais avoir plus de 18. J'étais complètement. Je me souviens même c'était assez amusant parce qu'on avait la médecine du travail qui venait au Royal Monceau et en fait, elle me courait tout le temps après parce qu'en fait, moi, j'allais jamais prendre ma tension parce que je savais de toute manière qu'elle était bien au-dessus de ce qu'il fallait et je mangeais pas. J'avais une hygiène, pas une bonne hygiène, hein, pas du tout. Mais bon, voilà, oui, j'étais stressé totalement. Mais bon, inconscient, insouciant. Puis après, je mettais pas d'enjeu dans tout ça. Moi, j'avais appris la cuisine d'une façon, on me l'avait apprise, et je me dis bon voilà, je vais reproduire ce que j'ai appris, et puis après, on verra ce qui se passera. Hein, et à un moment donné, c'est un jeu. Hein, tout est un jeu. On doit s'amuser avec ça, quoi. T'as parlé de la bigarade. Ouais. Donc c'était grand écart après la fermeture du Royal Monceau. Ouais. Donc tu quittes ta brigade, vous étiez une quinzaine, je crois, pour ouvrir un resto dans les Batignolles où vous étiez 2 cuisiniers, tout petit restaurant, cuisine ouverte, hyper intimiste. C'était hyper audacieux. Enfin, je me souviens des. Ouais, mais tu sais, encore une fois, moi j'ai suivi un peu mon instinct, j'ai suivi ce que la vie me proposait. J'ai fait confiance en tout ça aussi, et moi j'ai toujours d'abord appris dans différents lieux de cuisine, hein, bien évidemment les grands établissements, mais aussi les petits. Que quand j'ai démarré vraiment dans les. Donc d'abord, quand j'ai ouvert la bigarade, d'abord, je disais faut surtout pas en parler. Je voulais pas mettre d'enseigne, je voulais pas mettre restaurant devant, je voulais rien mettre. Je disais à mes associés, bon, on va tester un truc, on va voir ce que ça va donner, et puis on verra ce que l'avenir nous dira ce qui va se passer, quoi. Donc, puis voilà, progressivement, ça, j'avais d'abord des associés qui étaient quand même hyper bienveillants, qui connaissaient beaucoup de monde, donc on fait un peu le buzz au départ dans le quartier, donc après le quartier, ça s'est développé, puis voilà, puis après ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est vrai qu'au début, d'abord quand j'ai quitté le Royal Monceau, je savais pas du tout ce que j'allais faire, quoi. Donc vraiment pas. Tu m'avais raconté justement il y a 10 ans que c'était une histoire de rencontre, la bigarade. C'était pas prémédité, mais que c'était les rencontres qui avaient fait que c'était fait à ce moment-là. Avec ces gens-là et ce restaurant-là. Surtout une personne, quoi. Donc, j'allais, en fait, il avait s'appelait Laurent, il avait une cave à vin dans les Batignolles, et moi, le samedi, je bossais pas, donc, samedi matin, fin de matinée, bing, j'allais dans les Batignolles, j'allais dans cette cave, et puis avec Laurent, on parlait un peu de choses et d'autres, de la cuisine, mais aussi du vin, mais bien d'autres choses, quoi. Donc, parce qu'on avait des atomes crochus sur d'autres sujets, quoi. Donc voilà. Et puis Laurent, savait que j'étais au Royal Monceau à l'époque, et donc venait, avec des potes, en famille, au Royal Monceau, donc il aimait ce qu'on faisait. Et un jour, il me dit, écoute Christophe, si tu veux, j'ai un peu d'argent, si tu veux, j'investis dans une aventure avec toi. Et moi, quand il m'a proposé ça, je dis, écoute Laurent, t'es gentil, t'es super adorable, mais je ferai jamais rien avec toi, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai quitté le Royal Monceau, j'ai été le revoir et je lui ai dit, bon écoute Laurent, peut-être reparler, quoi. Donc voilà, il a rencontré une autre troisième personne, ça a fait le troisième associé, et puis il a fait une petite proposition. En fait, je me souviens, on était dans un restaurant dans les Batignolles, et on rencontre ce troisième associé qui était un client de Laurent, et donc Laurent savait qu'il avait un petit restaurant qu'on lui avait donné pas longtemps avant, mais donné, quoi. Et voilà, donc et cet associé qui s'appelait Bruno dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi j'aimerais bien ouvrir une petite table, 20 places, un truc assez intimiste, un petit endroit cool. Il me dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et on s'est levé de table et on était voir cet endroit qui était mais pouilleux, quoi, absolument pouilleux, avec un billard au milieu de la pièce. Enfin, vraiment, tout était dégueulasse là-dedans. Et en fait, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc comme ça, quoi, avec un objet comme celui-ci, quoi. Il y avait 70 mètres carrés, vraiment 75 ou 80, mais vraiment pas beaucoup. Bon, et puis moi je dis ok, j'étais vraiment pessimiste à fond, quoi. Puis je dis bon allez, on y va, quoi, on va voir, hein. Et puis on a mis un archi là-dedans, et puis ils ont super bien bossé, et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. La bigarade. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment une rencontre de gens, de choses. Puis à un moment
donné de se laisser aller, même si tu sens pas toujours le truc. Tu fais confiance pas qu'à toi, mais aux gens, à la vie, et puis voilà. Et puis après. C'était le moment. Est-ce que c'était aussi un moment où tu avais besoin de raconter ta propre histoire ou... finalement. Mais je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit, tiens, moi je dois raconter des choses, à moi de prendre un outil. Tu t'es pas dit? Non, je devais continuer à cuisiner, ça c'est sûr, mais j'étais pas dans l'idée de me dire, attends, je vais raconter des choses au monde entier, pas du tout. T'avais pas une envie de liberté aussi mais ça a toujours été, moi, ça, et encore aujourd'hui, je veux dire, on aime être libre. Après, aujourd'hui, j'ai à l'âge où la liberté, je la comprends mieux, mais à ce moment-là, oui, j'ai toujours eu envie de cette liberté, donc oui, c'était un passage, mais liberté. Il fallait la chercher, quoi. Enfin, pas toujours facile non plus, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, ça a été une véritable success story. T'as eu 1 étoile, 2 étoiles. Il y a 3 mois de réservation, 3 mois d'attente pour avoir une table. Ouais. Et puis, t'as fermé. Parce que en fait, ça faisait pas loin de 6 ans qu'on était ouvert, et si tu veux, cette bécane, on l'avait poussée à 200%. Elle était à son maxi, quoi. Donc tu sentais que les murs, ils étaient prêts à exploser. Donc qu'est-ce que tu veux apporter de plus quand le mur est prêt à éclater, hein. Donc pas grand chose. Donc de continuer, continuer l'histoire. Là, commencer à faire de l'argent potentiellement, mais c'est pas du tout mon. T'allais t'emmerder. Mon trip. Ouais, peut-être, sûrement. Enfin, Puis j'étais un peu fatigué, j'avais envie d'autre chose aussi. Enfin voilà, tu sais, il y a un moment donné, il faut faire attention à nos envies profondes aussi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'aime ce métier parce que voilà, et il te permet de faire plein de choses. Mais à un moment donné, il faut se recentrer, quoi. Donc j'avais peut-être besoin à ce moment-là de me recentrer, et voilà. Donc j'ai lâché, et ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'ai arrêté la billard, on m'a refait 2-3 propositions, mais que j'ai totalement balayé, quoi. J'ai dit, lâchez-moi, quoi. Ce métier, je veux l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, j'ai plus du tout envie de parler de ça, quoi. J'avais envie de prendre un peu de temps, de me reconstruire physiquement, mentalement aussi, de me renourrir aussi, en famille aussi, donc voilà. Donc t'as pris du temps. Mais reposé. je le regrette pas du tout. Il y a même des gens, quand j'ai ouvert ici, qui me disaient, mais Christophe, de toute manière, ça y est, t'as arrêté 3 ans, c'est fini pour toi, quoi. Je disais, écoute, sûrement possible, mais je m'en foutais, moi. C'est pas grave. Moi, je vais cuisiner, je sais cuisiner, donc c'est pas grave, peu importe, mais c'était pas très très grave, mais je l'entendais en tout cas. En plus, j'avais pas totalement décroché, puisque je verrais comme une affaire à Hong Kong entre-temps. Donc, j'ai été me nourrir un peu différemment, mais bon, pas de problème, quoi. Oui, t'avais besoin de prendre le temps de vivre à ton rythme et d'aller voir d'autres choses. Moi, encore une fois, aujourd'hui, encore plus. La vie, c'est quoi? C'est demain, on n'existe plus. Donc, il y a des moments où on doit penser peut-être différemment. On peut pas donner toujours à fond dans nos métiers. Je veux dire, moi, j'adore ce métier-là, vraiment, hein. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille dans ce métier-là. Mais il y a des moments où je pense à moi plus égoïstement, quoi. Donc penser à soi plus égoïstement, moi, je dois décrocher, quoi. Donc, c'est pas en restant dans un endroit, décrocher en restant dans l'endroit. Mais moi, ça, c'est pas du tout ma conception. Je préfère totalement décrocher et puis faire autre chose, quoi. Oui, tu disais aussi de te nourrir. Ça nourrit aussi ton inspiration, ta cuisine, tout ça, sûr, d'aller voir. Puis de redonner, aux gens, ce qui revient. Cette nourriture que moi je prends, c'est pour la redistribuer à un moment donné, quoi. Nos métiers sont faits de ça. On donne en permanence, quoi. C'est des métiers qui sont extrêmement difficiles. Moi, je vois le samedi soir, je suis mais KO parce qu'on donne beaucoup, quoi. Donc, ça, c'est nos métiers. Et à un moment donné, quand il n'y a plus rien à donner, là, peut-être qu'on se met en danger aussi, quoi. Donc, ça vaut pas la maladie, ça vaut pas tout ça, quoi. On doit être en forme tout le temps, quoi. Donc, il faut faire attention à soi. Mais c'est quelque chose qui revient aussi, même beaucoup chez les jeunes cuisiniers, de prendre du temps, même d'essayer d'avoir un peu plus de temps dans la semaine pour trouver l'inspiration, de l'énergie, de donner tout ça. Bon, après, là, chacun a différemment nos façons de faire, mais moi, je vois, c'est le dimanche. Moi, je suis le dimanche, je suis en mode, j'ai l'impression de me rebrancher sur la prise, et en mode, je fais pas grand chose le dimanche, quoi. Même si je fais des choses, j'ai pas l'impression de faire grand chose, quoi. Donc, j'ai l'impression de me recharger, quoi. Et j'en ai besoin. Si un dimanche, je me recharge pas, dans la semaine, je le prends plein fouet, quoi. Non, c'est des métiers où il faut se reposer. C'est hyper important. Il faut être hyper discipliné, je crois, hein, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement durs, quoi. Mais pas que nos métiers, parce que voilà, et pas que nos métiers. Bon, puis grand écart, tu reviens sur la scène gastronomique parisienne, au Clarence, où nous sommes, dans cet hôtel particulier du 8e, qui est à la décoration hyper classique, cossue, hyper style français, qui contraste avec la bigarade.
Ça s'est passé comment ton arrivée ici ? Cet univers-là, je l'avais connu quand même en Royaume-Monceau. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais l'univers un peu de classicisme, palacien. On n'est pas dans un palace ici, bien évidemment, mais un peu cet univers un petit peu. Pas semblé que j'étais indifférent à ça. Je l'avais vécu en tout cas, donc j'avais pas trop de problèmes avec ça. Bon, après, c'était de savoir justement à ce moment-là qu'est-ce qu'on allait proposer. C'est surtout ça, en fait, de se dire quand on voyait cet univers-là, on se dit mince, qu'est-ce que je pourrais faire ici comme cuisine. Et finalement, progressivement, on a pris nos marques et puis on a, je pense que on a trouvé un joli compromis dans un lieu justement classique, une cuisine qui est très actuelle, donc ça a l'air de fonctionner pas trop mal, donc c'est parfait, quoi. Alors le challenge, c'est de faire à la fois une cuisine. J'ai lu que tu disais qu'il fallait faire une cuisine connectée au cadre et en même temps d'avoir ce décalage qui est intéressant, avec les lieux. Ouais. C'est juste sur le fil du rasoir. C'est s'approprier le lieu, je crois, et puis de faire bien sûr une cuisine en connexion, mais je suis pas en permanence en train de me dire attends, il faut que je fasse ce plat en connexion de ce tableau, pas du tout. Je veux dire, on vit dans un univers ici qui nous apporte énormément de choses. Donc si tu veux, en cuisine, toutes ces énergies, toutes ces émotions, tu les ressens, tu les amènes en cuisine et tu les vis, quoi. Donc après, il sort des choses qui peuvent être en relation, certainement, quoi. Mais c'est pas étuyé intellectuellement, oui. Pas du tout, vraiment pas. Donc, mais en tout cas. Le retour qu'on a, c'est que les gens, ils se sentent très très bien ici. La cuisine a l'air de fonctionner pas mal. Le service aussi. Parce qu'on parle de la cuisine, on parle pas du service, mais le service c'est aussi un service très actuel, fluide, léger. Donc ça allait de matcher, quoi. Donc les gens et ça crée justement un univers, quoi. C'est ce qui est fabuleux, quoi. Donc voilà. Avec des bases tout de même. Un petit peu, classique, en fait. N'ayons pas peur de mots, bien sûr. Mais on est issu du classique. Oui. Le classique, c'est notre formation. Je crois qu'on est fondé là-dessus. On est, donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est nos racines. Moi, je prends toujours l'exemple du musicien, le guitariste qui va faire son solfège. Les meilleurs guitaristes du monde, ils font encore le solfège aujourd'hui. Et ça, c'est des bases classiques. Et en cuisine, on doit avoir nos bases qui sont fondamentales. Puisque si vous allez faire de la musique aujourd'hui juste à l'oreille, ça va durer 2 ans. Au bout de 2 ans, vous êtes en saturation. Donc le classique vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc forcément fondamental, quoi. Est-ce que la cuisine ouverte te manque ? Pas vraiment. Surprise, hein. Non, je sais pas. Non. C'était un très très bon. Une très belle étape, mais non, pas du tout. Le cuisinier a besoin d'intimité, quoi. Donc il a besoin de se retrouver entre nous. On a besoin de se retrouver entre nous, en tout cas. Donc non, pas du tout. Est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine moins instinctive et plus réfléchie ici ou pas ? Non. Non, si tu veux, non. Peut-être aller un petit peu plus mûr, puisque bon, il y a les années. T'as pris de l'âge. Ouais, c'est ça. Non, mais je dirais ça. Mais moins instinctive, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais non. On a toujours la part de spontanéité qui reste bien présente, cette idée qu'on peut faire mûrir assez rapidement. Après peut-être qu'on va moins vite, peut-être, j'ai pas l'impression. Mais bon, plus mûr, on va dire. J'ai une tradition dans ce podcast. On fait une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. Bon, c'est des questions très faciles. Ton âge ? 49 ans. Ton signe astrologique ? Bélier. Ton plat signature ? J'en ai pas. Ton plat préféré ? La mousse au chocolat, je dirais. J'en ai d'autres, mais la mousse au chocolat, c'est pas mal. Le chef que tu admires le plus aujourd'hui ? C'est dur, par mon passé, Bruno Cirino. Ton ingrédient préféré ? C'est dur, mais bon, je sais pas, elle est une bonne salade. Et ton ingrédient détesté ? Si, non, pas détesté, mais ce que j'ai encore du mal à manger, c'est le foie. Le foie de veau, quoi. Donc c'est un truc, j'ai un peu de mal. Ton ustensile fétiche ? Bon, un couteau, en cuisine, ouais. Ton dernier meilleur repas ? Dernier meilleur repas ? Je pense que je l'ai fait dans un bistrot, pas loin d'ici, quoi. Le resto que tu aurais aimé ouvrir ? Le Clarence. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? Qu'on ait pleuré devant moi, devant un plat, c'est quand même assez magique, quoi. Donc c'est vraiment, c'est émouvant, quoi. C'est très émouvant. Donc si tu veux, moi je craque. Donc voilà. Et la pire critique ?
Ouais, c'est qu'on remet tout en question. Enfin, tu vois, les gens qui te disent ouais, j'aurais mis ça à la place. Enfin, voilà, il y a des façons de le faire et de le dire. Voilà, il y a des gens qui se la racontent un petit peu et ça c'est insupportable. On va reprendre le rythme normal. Okay. Tu as décidé de mener une réflexion sur la place du client et le plaisir à table parce que tu avais l'impression qu'on l'avait un peu perdu, ça ou... Ouais. Alors, je sais pas si j'avais cette impression-là, mais ce que j'aime, moi, c'est le cuisinier qui fait réellement manger avec, pour le client et pas pour lui. Enfin, je sais pas si tu vois un peu, c'est important. Je crois qu'il faut jamais oublier que, en fait, notre rôle avant tout, c'est de faire manger aux gens, quoi. Et c'est vrai que des fois, on y met, je dirais, une part artistique, c'est-à-dire un petit peu personnel. Bon, ça peut fonctionner, mais si ça l'est trop, on a l'impression que le cuisinier, il fait ça pour lui, quoi. Vraiment, il s'épate lui-même, quoi. Et à un moment donné, je pense que c'est pas soi qu'on doit épater, c'est quand même les gens. Non, mais il faut pas jamais oublier cette relation. C'est fondamental. C'est nos métiers, quoi. Nous, on a appris la cuisine. Pas pour nous, mais pour faire à manger à des gens, quoi. Donc voilà. Donc et puis en salle aussi, je me disais que avoir un service qui soit approprié, encore une fois distant, élégant, mais dans le service aussi toujours, quoi. Donc voilà. J'avais envie peut-être de pousser ça un petit peu. Je sais pas si je le pousse. En tout cas, on a des jolis retours. Et je pense que notre métier, on doit être extrêmement élégant, quoi. Quand on est au contact des gens, on doit vraiment aller leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc ça va être du ressenti. On doit vraiment ressentir ce qu'ils ont besoin, mais jamais les envahir, jamais enfin voilà, envahir, c'est ça, c'est le mot, quoi. Et donc ça, c'est d'une finesse et d'une élégance rare, quoi. J'allais dire, c'est difficile parce que chaque personne n'a pas les mêmes besoins. Enfin, chaque client n'attend pas la même chose. C'est ça, mais le métier de service, c'est aussi ça. Alors il y a des codes, bien évidemment, qu'on doit apprendre, mais derrière les codes, on doit ressentir ce que le client il veut, quoi. Et chaque client est totalement différent, que ce soit, je dirais, dans la sommellerie comme dans le service et comme dans la cuisine, quoi. Parce qu'un client, il y a une table, il va vouloir manger ces choses-là, et puis notre table va vouloir manger différemment, et nous on doit être à l'écoute. Enfin, l'homme de salle doit être à l'écoute de ça, nous renvoyer l'information, et nous on doit être dans cette interaction-là, quoi, qui est très très importante, quoi. Et c'est passé aussi par plus de plats à la carte, ou une plus grande carte, le fait de faire... pas de carte du tout, quoi. Tu vois, donc au début j'avais dit tiens on mettra de la carte, et puis je suis vite revenu là-dessus parce que en fait la carte c'est compliqué, quoi. Donc ça oblige à acheter pas mal de matières premières. Potentiellement si on les vend pas, on les laisse dans les frigos, et si on les vend pas et qu'elles sont dans les frigos, à un moment donné il faut les pousser malgré nous. Voilà. Donc moi j'ai dit stop à la carte. Par contre on va faire des menus, et dans ces menus on va proposer aux gens voilà ce qu'il y a aujourd'hui, et s'ils n'aiment pas ce qu'il y a aujourd'hui, il y aura toujours des possibilités de pouvoir changer, quoi. L'idée c'est de chaque soir les frigos soient vides, quoi. Non seulement ça, et quand on travaille de la viande, moi j'aime bien faire rassir et emmener au bout un aliment, que ce soit un canard, un pigeon, une côte de bœuf, enfin quoi que ce soit, ou un gibier, et quand il est vraiment à point, là le proposer, et voilà. Donc, et quand on a une carte, on peut pas toujours proposer le meilleur, en tout cas. Donc à un moment donné, on est obligé puisque c'est à la carte, on ne peut pas refuser, donc on est obligé de proposer, même si le plat, l'aliment n'est pas prêt. Voilà, donc on doit y aller. Donc voilà, et donc je suis vite revenu là-dessus, et au début ça a mis c'était un petit peu difficile, et aujourd'hui je crois qu'ils acceptent pas trop mal l'idée, quoi. Et tu as aussi, ça passe aussi par le service où il y a des gestes en salle, des coupes, des choses comme ça. Ouais, des coupes. Ouais, il y a des découpes, quelques découpes. L'attention, moi je suis toujours sur l'attention, bien évidemment, et bien sûr un petit peu de découpe. Ouais, un petit peu de découpe. C'est très important. C'est des gestes de salle qui existent depuis toujours, quoi. Donc on essaye, on en fait, pas tous les jours, mais on en fait. Et j'espère, on a acheté des réchauds, là. J'ai envie de faire flamber en salle. J'ai envie que ça, tu vois, je trouve ça vachement sympa. Même quand tu es assis et que quelqu'un s'occupe de toi à côté sur un plat, enfin, je trouve ça fabuleux. Alors, je suis pas obligé de cuisiner. Je pense que ça peut être l'homme de salle qui fasse des finitions, un petit flambage. Ouais, en ce moment, on fait un petit homard qu'on flambe avec du whisky, tu vois. Donc voilà, et après tu le coupes, tu mets dans l'assiette. Enfin, je trouve que tu vois, t'es à côté, t'es entouré de gens, voilà, et tu passes un bon moment, et à côté de toi, on s'occupe de vraiment. Là, t'as cette sensation qu'on s'occupe réellement de toi, et ça, je trouve que c'est des sensations qui sont quand même assez fabuleuses, quoi. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ? Je trouve que c'est
je sais pas, le côté festif, ce que tu disais tout à l'heure, ça pour moi c'est très représentatif avec la cuisine. Et puis je crois que, enfin, il y a de l'échange, de l'amour, du partage. Enfin, tu vois, tout ça, je trouve que la table et la cuisine, c'est un lieu qui est, enfin, pour nous, de culture, on est très attaché à la table. Et je trouve on y passe des moments fabuleux, quoi. Donc, ouais. Qu'est-ce qui guide ta façon de, enfin, tes envies quand t'es dans ta cuisine? Qu'est-ce qui me guide? Je sais pas, l'envie peut-être de faire plaisir. Je suis alimenté par, enfin, je sais pas, des choses, et je dois les, voilà, je dois les partager de toute manière. Sinon, je crois que, sinon j'étouffe ou je meurs, quoi. Donc, tu vois. Déborde. Je sais pas, mais certainement, ouais, quand même un peu. Ouais. Est-ce que ça a été évident de trouver ton style culinaire? Ça met du temps, hein, de toute manière. Hein. C'est vrai que c'est long, mais c'est fait comme tout. Il faut travailler, il faut chercher, il faut peut-être des fois copier, s'inspirer, puis à un moment se détacher et oser s'exprimer. Et puis au début, c'est pas très vraiment, c'est ce qu'on est. Et puis progressivement, on affine. Dès qu'on a commencé à trouver la trame, je pense qu'il faut vraiment y aller, quoi. Mais non, ça met du temps. Ouais, Quand est-ce que tu l'as trouvé, toi? Enfin, je sais pas, tu te souviens un peu non, je dirais jamais. Non, mais tu cherches encore? Ouais, mais moins, bien sûr, mais voilà, il faut. Quand est-ce que je l'ai trouvé? Je sais pas. Tu sais, c'est progressif. Tu sais, ça met du temps. Hein. T'as des étapes dans ça, quoi. Tu vois, forcément, quand tu prends ta première place, il y a quand même de l'expression, même si tu travailles sur ce que tu as appris, donc tout ne t'appartient pas, et puis voilà, mais tu commences à mettre des choses à toi progressivement, et puis après, voilà, la deuxième expérience, c'en est une autre, donc tu lâches un peu plus ce que tu as vécu au début, et puis tu te réappropries un lieu. C'est pour ça que c'est bien aussi de changer aussi pour ces raisons-là, quoi. Et dans ce lieu, tu vas rencontrer d'autres gens différents, d'autres énergies qui vont t'amener sur d'autres univers, donc faut pas avoir peur aussi de lâcher, hein. C'est aussi important, quoi, pour justement s'alléger pour redécouvrir d'autres horizons et finalement qui te construisent. Tu vois, c'est le marché et les produits qui te portent. Ouais. Les gens beaucoup, aussi. Les gens. Oui, bien sûr. Bien sûr, le marché des produits, mais les gens qui sont à la tête de ça, c'est quand même les gens qui font. Enfin, après il y a la terre, bien évidemment, mais les gens qui vont pêcher, qui vont cultiver, qui vont ramasser. Voilà, tous ces gens-là. Cette façon de travailler, cette dynamique qu'ils ont, ce respect qu'ils peuvent avoir aussi, ces valeurs. Tout ça de plus en plus me touche et me plaise, quoi. Souvent, je demande aux chefs s'ils cuisinent avec leur cœur ou leur tête. Et toi, j'ai lu que c'était avec tes tripes. Ouais, dans ma tête. Je trouve que souvent, c'est encombrant, en fait. L'intellect est encombrant, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à le mettre de côté, bien de côté, et voilà, laisser venir ce qu'il y a au fond, quoi. Et un peu de cœur, quoi, quand même, quoi. C'est pas mal, quoi. Est-ce que tu crées facilement? Donc tu es devant ta page blanche, ton assiette ça peut blanche. Ça peut arriver que il y a des moments où on n'est pas du tout inspiré, puis d'autres moments où on l'est. Donc qu'est-ce qui déclenche ça? Souvent l'émotion, quoi. Donc voilà, c'est souvent les gens qui vous déclenchent ça, en fait, quoi, hein. Vraiment l'envie de faire des choses, d'en faire d'autres, de nouvelles, de pousser un peu plus. Quand tu dis les gens, c'est les producteurs ou c'est d'autres choses? Mais c'est aussi les clients. Tu vois, l'énergie que tu vas ressentir aux tables, tu vois, la façon dont ils viennent, qu'est-ce qu'ils attendent. Tu vois, tout ça, toutes ces informations. C'est pour ça que c'est très difficile. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu étais à la Bigarade, c'était beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on était en direct, tu avais l'émotion que tu prenais pleine face, quoi. Alors, pas toujours facile, parce que des fois, elle était hyper violente. Mais malgré tout, tu avais de l'information, et là, c'était en direct. Et là, forcément, il y a un couloir, il y a des hommes qui sont devant, qui font leur métier et qui vous rapportent l'information. Mais de la table à la cuisine, il y a quand même un certain temps. Et souvent, cette information, ou cette émotion,
Eh ben, potentiellement, tu sais, en marchant, on en perd. Donc, c'est ça qui est des fois compliqué, le fait d'être à distance, quoi. Mais c'est pour ça que moi, souvent, je vais pas en salle, mais aux abords des salles, regarder un petit peu, m'informer un peu, renifler un peu. Des fois, je vais dedans aussi. Oui, parce que c'est important d'aller. Et sentir. Ouais. Alors, des fois, voilà, t'es très inspiré, puis des fois, tu l'es un peu moins, puis des fois, tu fais n'importe quoi, et puis des fois, tu fais des choses, tu vois. Non, mais c'est normal, c'est l'expression. L'expression, c'est pas toujours 100%, tu vois. Je crois que c'est Cyrano qui me disait ça, que Maximin disait à l'époque, sur 100 plats, il y en a un à retenir, les 99, il faut les mettre à la poubelle. Donc, retenons ça, et voilà, et osons s'exprimer. Et ta propre émotion, elle joue dans ta façon de cuisiner? Bon, je pense. Ou t'es un cuisinier un peu mécanique, non? Tu me vois mécanique? Non. Voilà, donc non, mais c'est très important, justement. C'est très important. C'est pour ça que j'essaye aussi d'entretenir cette joie de vivre, tu vois, cette envie, en tout cas, de vivre et de faire, parce que je trouve que cette énergie-là, elle est bonne pour moi, elle est bonne pour les gens qui sont autour, et finalement bonne pour la cliente, quoi. Donc, mais avec ses forces et ses faiblesses, parce que des fois, je sais pas si tu as des jours de mauvaise humeur. Ouais, mais ça, c'est justement, il faudrait éviter d'avoir ces jours. Justement, il faut se reposer, malgré le travail intense, il faut arriver à se reposer. Il faut trouver des plages où vraiment tu fais attention à toi, tu fais gaffe, quoi. Donc, pour que justement tu gardes cette joie et de bonne humeur, quoi. Donc, mais il y a des moments où c'est un peu difficile parce que on est poussé, quoi. Et donc, c'est vrai qu'arrivent les fins de saison là, fin décembre, et c'est normal, ça pète un peu dans tous les sens. Donc, il faut toi être encore plus solide et pouvoir les accompagner du mieux possible pour garder cette tranquillité d'esprit, je dirais, quoi. Mais voilà, donc. Est-ce que tu t'es déjà interdit des choses en cuisine? Ou tu t'interdis de faire certaines choses? Non, j'ai pas l'impression. Non. Pas des produits, des... Non, vraiment pas, non, ça serait d'abord de dire ça serait hyper prétentieux. Non, pas du tout, non. Non, je crois que d'abord on est très très libre, et puis après non, il y a des choses que j'ai pas envie de travailler, alors j'ai pas rien en tête là parce que je trouve que ça n'a pas lieu, mais c'est pas de l'interdiction pour moi, c'est que c'est pas le sujet ou mal placé, quoi. Donc en interdiction, je dirais ici j'en ai pas beaucoup, hein. Non, j'ai cette chance là, hein, vraiment. Est-ce que le fait de faire à manger dans une cuisine, dans une maison qui est pas la tienne, comme à la Bigarade, ça influe? Non, je crois que c'est un état d'esprit en fait. Tu sais, quand tu es comment dirais-je, on est bien au-delà de l'intérêt, tu vois, d'être propriétaire, actionnaire, chef, il y a autre chose, quoi. C'est simplement un cuisinier qui a envie de bien faire, et dans ça, tu utilises tout ce que tu as en ta possession. Je vais pas être en restriction aujourd'hui, en train de me dire bon, attends, là c'est pas chez moi, je vais pas faire ci ou pas faire ça. Non, mais tu vois, ça serait totalement débile. Enfin, c'est pas en tout cas ma façon de ma conception. Alors, je dirais que je sais pas si j'ai plus de temps qu'à la Bigarade. En tout cas, je fais des activités aujourd'hui que je faisais pas à la Bigarade, par exemple, hors cuisine. Tu vois, pas beaucoup, mais un petit peu. Tu vois, là-bas, j'en faisais pas du tout. Là-bas, on n'était que deux. Voilà. Peut-être que j'ai un peu plus de temps, mais je suis pas sûr en même temps. Non. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ton métier? De cuisiner, quoi. Est-ce que c'est chasser des produits, c'est... Ouais, chasser les produits, oui, mais de cuisiner, oui. Derrière les fourneaux. Ouais, d'être, je pense que d'être inspiré, ça m'amuse beaucoup, quoi. Quand on est inspiré, en fait, on est totalement absorbé, on est comme, comment dirais-je, hypnotisé par quelque chose, et en fait, voilà, ça peut être un univers qui peut être assez fabuleux, quoi. Donc, ouais, être inspiré, ça m'amuse beaucoup, quoi. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Waouh, chef. Tout bêtement, ça va être quand je suis au Royal-Monceau, mais j'ai eu d'autres moments. Tu sais, chef, c'est une étape, hein, je veux dire, tu sais, après, c'est des responsabilités, c'est une conscience, plein de choses, quoi. Chef, tu sais, ça peut tout et pas dire grand-chose, quoi. Donc, non, je pense que c'est d'être responsable, en tout cas, de soi, déjà, c'est pas mal. Et voilà, quoi, donc... Et tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas? Cuisinier, tiens. Cuisinier? Ouais, souvent, ouais. C'est un mot que je trouve, et alors qu'on est chef cuisinier, hein, mais c'est un mot que, voilà, moi je lui dis, tiens, je suis cuisinier, quoi. Mais c'est marrant, voilà, je fais un sport, et là-bas, ils savaient pas du tout. Et quand ils me disaient, tu fais quoi? Je suis cuisinier.
Ok, donc ils vont souvent pas plus loin. Puis à un moment donné, ils se renseignent par le biais de machin. Ils me disent, mais attends, t'es cuisinier? Non, t'es pas cuisinier. T'es comme chef dans un 2 étoiles, quoi. Et je leur dis, ouais, d'accord, ok. Mais c'est vrai que moi, je suis cuisinier, quoi. Mais c'est vrai, avant tout, on est des cuisiniers, quoi. T'as employé le terme plusieurs fois avant, même. De quoi, de cuisinier? Ouais. Ouais. Donc c'est... Bah c'est ouais. C'est ce qui ressort. Est-ce que chef c'est un grade? Est-ce que c'est un statut? Tu vois, cuisinier c'est un métier. Enfin voilà. Oui. Donc dans le métier t'as des statuts effectivement de chef quoi. Parce que sinon je pourrais t'en dire d'autres parce que j'en ai d'autres statuts aussi. Non mais tu vois donc ça peut aussi aller. Oui non mais c'est celui qui est le plus important pour toi finalement. Ouais. Quel genre de chef es-tu? De chef dans ta cuisine, tu vois? Est-ce que t'es sympa? Tu mets des petits coups de pied aux fesses? T'es comment? Ouais, ça peut m'arriver. Non, mais. Tu gueules? Ouais, non, mais. Alors, exigeant, oui. Après, il faut demander aux autres. Hein. Tu sais, je pense que c'est eux qui seront le plus à même de répondre à cette question. Mais là, comme ça. Exigeant. Ouais, exigeant, ouais. Stimulant, je dirais. Des fois, ça peut lever un petit peu, mais ouais, en tout cas, j'espère motivant, en tout cas, et leur donner envie, en tout cas, d'aborder ce métier. Tu vois, leur mettre tous les côtés, je dirais, les belles, les jolis côtés, et bien sûr les moins jolis, mais les jolis côtés, les pousser, leur montrer que, bah voilà, c'est ça aussi la cuisine, quoi. Et puis, voilà, d'être avec eux. J'ai l'impression d'être avec eux, en tout cas, ouais, pas de les porter, parce que c'est pas vrai, parce que c'est eux qui me portent souvent, quoi. Donc, mais en tout cas, de les accompagner bien comme il faut, quoi. Et voilà, faire partie pleinement de la brigade et pas être différent, voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut un moteur, et peut-être que des fois, de temps en temps, voilà, j'utilise ça pour peut-être monter un petit peu plus. Donc, voilà. En tout cas, chacun est très très important, quoi. Le chef seul, il est rien, donc j'ai besoin de tout le monde, et ça, je crois que je leur fais prendre conscience aussi, quoi. C'est important, quoi. Tu ressens le besoin de cuisiner tous les jours, vraiment de physique, tu vois Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais, parce que quand je suis en vacances, je cuisine pas mal, ouais. Mais c'est des choses très basiques, hein. Mais j'aime aller faire mon marché, j'aime aller papoter, j'aime rentrer, j'aime bien manger, tu vois. Et puis de temps en temps, je le fais faire, et puis d'autres fois, c'est moi qui le fais parce que j'ai envie de le pousser un peu, tu vois. Donc ouais, j'aime ça, ouais. J'aime bien manger, ouais. Même pour moi, j'aime bien manger, quoi. Je le fais pas souvent puisque la semaine, j'ai quasiment pas le temps. Donc c'est vrai que quand je m'y mets, ouais, j'aime bien manger. Je trouve que c'est un endroit qui est assez fabuleux. Tu peux passer 10 heures à table sans aucun problème, quoi. Si t'es avec des gens sympas, tu fais le déjeuner. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu fais le déjeuner et hop, l'après-midi, et hop, là, tu enchaînes le soir à l'apéro. Et puis hop, là, tu remets des choses sur la table et puis tu finis les 3 heures du matin. T'as passé de minuit à 3 heures du matin à table et je trouve ça, enfin bon, ouais, j'aime beaucoup ça, ouais. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Le temps, peut-être. Bon. Parce qu'à la fin, on commence à avoir faim. Il est bientôt midi, je pense. Est-ce que tu as une recette que tu fais à la maison à nous donner? Pas une recette de chef 2 étoiles du Clarence. À la maison? Ouais. Bon, alors je vais vous dire la dernière que j'ai faite, que je me suis fait beaucoup aider quand même, par ma femme. Mais c'était une potée avec des cailles. En fait, souvent une potée, on met du cochon dedans. Et en fait, là, on a fait une potée avec des cailles et c'était magique. Et c'est hyper simple à faire, quoi. Donc c'est le chou, du chou, de la pomme de terre et des carottes. Et en fait, que tu blanchis ton chou, bien blanchi. Et après, tu le mets dans un plat, même dans une tagine, quoi. Et tu mets tes carottes, un petit bouilli garni, bien sûr, une pomme de terre, bien sûr. Tu fais cuire ça une quinzaine de minutes. Après, tu le sors, tu mets tes cailles et tu remets ça une vingtaine de minutes. Et tu sors, ton plat, il est prêt, quoi. Tu mets du vin, tu mets des aromates, des choses? Non, rien. Bouilli garni. Ouais. Un peu de baie de Genièvre si tu veux, un clou de girofle si envie, pas trop. Tu vois, faut vraiment rester sur la saveur du chou, ce fondant du chou et cette caille qui est extrêmement fine et délicate, quoi. Et tu la mets entière dedans? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu la mets entière. Et après, tu la manges bien sûr avec les doigts, bien évidemment. Et tu mets un petit condiment quand tu sors ça, tu mets ça sur la table et tu mets un petit condiment, de la moutarde, le cornichon qui va bien. Enfin, tu vois, des choses hyper simples mais hyper saines et hyper bonnes. Bon, voilà, j'essaierai à la maison. Ouais, non, mais vraiment, c'est super simple en plus. Merci Christophe. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Clarence, 31 avenue Franklin Roosevelt à Paris. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone.
sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.